Bonjour. Moi, j'aurais une question. Est-ce que lors de vos recherches, vous vous êtes intéressé au dépistage des sténoses des artères rénales? Non, je ne me suis pas spécifiquement intéressé à cette question. Qu'on ferait dans quel cadre? Dans le cadre d'une hypertension, par exemple, réfractaire. Je n'ai pas étudié cette question spécifiquement, donc je ne vais pas m'avancer. Mais il me semble que ça soit... Si c'est vrai pour ces gros dépistages très fréquents, à mon avis, ça ne doit pas être... ça m'étonnerait qu'il y ait des essais randomisés qui montrent que ça sert à quelque chose. Mais je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne me permettrai pas d'être catégorique. Bonjour et merci pour toutes ces présentations qui étaient passionnantes. Moi, j'aurais une question pour la deuxième présentation, donc au professeur Denis Pouchin. Vous dites dans la dernière diapositive que c'est des patients indemnes de diabète, d'hypertension et de dyslipidémie, mais vous avez un tableau dans la population qui dit qu'il y en a quand même un certain nombre sous hypoglycémie en euros, sous antihypertenseur, oui. Ou alors j'ai mal compris, mais pour moi, un patient diabétique reste un patient diabétique, même s'il a des bons chiffres sous traitement. Donc je n'ai pas très bien compris, peut-être. Alors j'essaie de vous expliquer. En fait, ce qui compte quand on fait une comparaison, c'est d'avoir les mêmes choses dans chacun des groupes. Et donc quand vous regardez le tableau dont vous parlez, qui était le tableau des médicaments en cours à l'inclusion, vous voyez bien que le petit nombre de patients sous traitement, comme les itimib ou l'aspirine, etc., dans chaque groupe, est exactement le même. Donc ce qui compte dans ces cas-là, c'est de regarder, puisque les 4 groupes sont comparables, en tout cas les groupes traitement actif, traitement placebo sont comparables, peu importe qu'ils en aient, puisque l'important c'est qu'ils en aient un petit peu tous. Donc on ne sait pas pourquoi ils avaient des itimib, etc. En tout cas, elle ne le dit pas. Non, vous n'avez pas compris la question. En fait, ils ne sont pas indemnes de diabète et d'hypertension dans ces cas-là, s'ils sont sous traitement, même s'ils ont les mêmes chiffres dans les 4 groupes. Ce n'est pas des patients en risque cardiovasculaire intermédiaire, non diabétiques, non hypertendus et non dyslipidémiques. En tout cas, c'est des gens contrôlés. Oui, mais ils restent diabétiques dans le calcul de leur risque cardiovasculaire, même s'ils sont contrôlés. Il n'y avait pas de diabétiques traités dans groupe 3, il n'y avait que des gens qui avaient une dysglycémie ou un diabète récent non traité. Et une dernière question, vous n'avez pas détaillé vos conflits d'intérêts et Eurofordoc. Si, ils y sont. Alors, il y avait écrit les confluences d'intérêts. Oui, confluence d'intérêts retraité, j'ai pas de... Oui, mais Eurofordoc n'est pas tout à fait d'accord avec ça sur les 3 dernières années. Sur les 3 dernières années pour les conflits d'intérêts. C'est des chiffres à 4 chiffres, 5 chiffres, donc ça serait intéressant de détailler. Non, je n'ai pas de conflit d'intérêt intellectuel par rapport à ma présentation. En plus, j'ai présenté un essai, donc... Merci beaucoup. Bonjour, Alexandre de Paris. J'avais une remarque par présentation, si vous me permettez. Sur la première, OP3 a été financé par AstraZeneca, qui vend bien sûr la rosuvastatine. Et donc, ce qu'ils ont démontré, c'était qu'une statine baissait la mortalité spécifique de 20%, ce que font toutes les statines. La question, ça va être est-ce que le nombre de sujets à traiter dans cette population à plus faible risque vaut-elle le coup de mettre tout le monde sous statine, ou faut-il mieux se centrer sur les personnes à plus haut risque? Même si je suis d'accord avec la remarque précédente, les patients, il y en avait quand même 25% qui avaient 3 facteurs de risque cardiovasculaire et une trentaine de pourcents aussi avec au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire, l'âge inclus. Les patients de groupe 3 n'étaient pas traités pour un facteur de risque cardiovasculaire, mais ils avaient un risque cardiovasculaire global lié à leur profil qui était globalement, en prenant le risque cardiovasculaire par rapport à la définition du critère principal, à peu près 10%. Donc en fait, ce sont des patients à risque qui ne nécessitaient pas un traitement d'un facteur de risque cardiovasculaire, puisque ces patients avaient été exclus dans les critères d'inclusion. S'il y avait une indication formelle d'un des 2 traitements, enfin de l'association ou d'un des 2 traitements, ces patients n'étaient pas inclus. Donc l'idée, c'était ça. Et en fait, l'idée de Youssouf, c'est, en particulier dans les pays en voie de développement, pour des raisons essentiellement sanitaires, les patients à risque cardiovasculaire ne sont pas pris en charge. Parce qu'il y a d'autres priorités de santé dans ces pays-là.
Et son idée, c'est, sachant qu'en plus on n'a pas beaucoup parlé d'OP3 parce que c'est une étude qui ne débouchera pas sur une indication pour un médicament. Et donc son idée, c'était, dans ces populations de patients en pays en cours de développement, ces patients ne sont pas pris en charge pour des raisons de coût. Et par conséquent, si je peux démontrer qu'en utilisant un petit dosage de 2 produits ou d'un seul produit qui est génériqué comment dirais-je, à prix extrêmement bas, comme ces populations sont énormes dans ces pays-là, j'aurai un gain populationnel en termes d'événements cardiovasculaires. C'était ça l'idée de départ, qui est toujours la sienne d'ailleurs, qu'on appelle l'idée de la polypile. Donc il y a 3 essais comme ça, il y a OP3, il y en a un en Iran et un en Inde. Oui, merci. Si je peux rajouter un petit commentaire. Dans les statines, en fait, ce qu'il faut... D'abord, il faut reconnaître que c'est une des classes les plus évaluées. Et qu'en fait, toutes les remarques qu'on peut avoir sur leur financement, le sponsoring des études, elles s'appliquent à l'ensemble de la thérapeutique et pas qu'aux statines. Et donc, il n'y a pas de poids et de mesure à avoir. Donc, un regard critique sur ça, c'est tout à fait juste. Mais attention, hein, parce que vous appliquez-le à d'autres médicaments, vous verrez que c'est intéressant. Mais la remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a au moins une quinzaine, vingtaine d'essais randomisés et on est dans une cohérence globale intéressante pour une classe thérapeutique. Ça va tous dans le même sens quasiment. Vous avez une réduction des infarctus de 25%, des AVC de 20%. Il y a une étude qui s'appelle HPS, 20 000 patients, qui a montré que la simvastatine 40 mg avait un effet quels que soient les sous-groupes. Ils ont fait beaucoup d'interactions pour montrer que, en fait, il n'y a pas de variation de l'effet en fonction de tas de sous-groupes. Bon, ça ne démontre pas parce que c'est exploratoire. Mais en fait, on a une cohérence aujourd'hui qui fait qu'effectivement, d'extrapoler aux patients à bas risque, ça reste délicat. Extrapoler aux patients très âgés, ça reste délicat. Mais la cohérence globale fait qu'on est plus sécure avec les statines qu'avec beaucoup d'autres médicaments, même les antihypertenseurs. Et en fait, voilà, c'est un message que je voudrais juste rappeler parce que on sait qu'il y a une volonté on prescrit peut-être trop de statines, je ne sais pas. Le message qu'on porte au CNGE, c'est vraiment voilà une classe thérapeutique qui a démontré solidement un bénéfice sur des critères pas quand même, c'est peut-être pas la mortalité totale, mais en tout cas c'est les infarctus et les AVC, ça reste des événements lourds. Et du coup, d'en discuter avec le patient en prévention primaire, selon son risque cardiovasculaire global. C'est ça le message principal. Et HOPE vient illustrer ça. Voilà ce que je voulais dire, je voulais profiter de ça. HOPE vient illustrer que cette démarche, elle est fondée, qu'elle n'est pas complètement utopique, même si on pourra dire que ce n'est pas un risque complètement faible. Oui, ce n'est pas toutes les personnes à partir de 30 ans, sans risque cardiovasculaire, qui vont bénéficier d'une statine, on est bien d'accord. Et si vous me permettez aussi, sur l'autre présentation, on avait la méta-analyse qui retrouvait les baisses d'événements cardiovasculaires en fonction du taux de LDL. Et il se trouve que justement les statines qui ont démontré une baisse de mortalité, c'est la pravastatine et la simvastatine en prévention primaire. Or, c'est celles qui font le moins baisser le chiffre de LDL, donc c'est un petit peu paradoxal. Ça, c'est très intéressant. On répète ici que le cholestérol n'a rien à voir avec l'effet des statines. C'est là qu'il faut que peut-être on appuie. Les statines diminuent le risque cardiovasculaire, quel que soit, 1, le taux de cholestérol initial, 2, la diminution du LDL. On s'en contrefiche du LDL. On s'en contrefiche. C'est les messages du CNGE. Relisez les avis du CNGE. En prévention primaire, le LDL n'a là d'intérêt que pour mesurer un risque global. Une fois que vous l'avez mesuré et que vous avez dosé la statine, vous avez prescrit une statine, il n'y a plus besoin de doser les LDL. Donc c'est toute une remarque tout à fait pertinente, mais on est tous d'accord avec ça, que le cholestérol n'est pas pour nous un paramètre important. Merci. Je voudrais insister aussi sur ce qui est en train de se passer en ce moment, et peut-être que vous avez des échos avec vos correspondants cardiologues qui vous informent que les recommandations ont changé et qu'aujourd'hui, chez les patients en prévention secondaire, par exemple, il est nécessaire que le LDL cholestérol de ces patients-là soit descendu à 0,50. OK ? Donc je voudrais vous mettre en garde contre ça parce qu'en fait, c'est un message qui correspond aux résultats d'essais, mais qui n'étaient pas des essais de cible.
Le seul moyen de savoir si une cible est meilleure qu'une autre ou préférable à une autre, c'est de faire 2 groupes avec 2 cibles différentes. Okay, on a fait ça pour l'hypertension artérielle, on a fait ça pour le diabète, et ça montre bien que quand vous réduisez le diabète, l'HbA1c d'un 1,5%, ça n'a pas d'impact sur les événements cardiovasculaires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'essai d'hypocholestérolémiant, quel qu'il soit. Okay. Aucun essai des hypocholestérolémiants qui a comparé un groupe à 0,7 avec un groupe à 1 gramme ou avec un groupe à 0,5. Et en fait, le discours des cardiologues qui est basé sur les résultats d'essais avec les inhibiteurs des PCSK9, où les patients, en moyenne, je dis bien en moyenne, étaient à 0,55 à la fin de l'essai, ce n'est pas une raison suffisante pour mettre tout le monde à 0,50. Du coup, j'avais 2 petites questions. Donc, Claire Bedu, je suis médecin généraliste dans la Drôme. La première, c'était pour le docteur Boussageon. Vous avez dit qu'il ne fallait pas aller chercher des poux dans la tête des patients. Moi, je me pose la question de l'impact d'une découverte d'une lésion dans la prise de conscience du patient et la capacité de réajuster des règles hygiéno-diététiques lorsqu'on porte le diagnostic. Typiquement, il y a des patients, dans le diagnostic par exemple de la stéatose hépatique ou même d'une sténose carotidienne, qui, par le fait de trouver quelque chose, vont prendre conscience que il est temps de faire quelque chose. Et ils ont besoin de ça, et je me suis demandé si ça ne pouvait pas contrebalancer le fait de ne jamais rien chercher. C'est vraiment une très bonne remarque, parce qu'on a la même chose avec la mesure du VEMS, de la spirométrie chez les patients fumeurs, en disant on va leur montrer qu'ils ont une BPCO, comme ça ils vont arrêter de fumer. Non, c'est tout à fait plausible que certains patients ont besoin de prendre conscience par une image, et puis peut-être que d'autres, ils n'ont pas envie de savoir, et qu'en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que la décision de marcher 1 heure par jour, de manger des fruits et légumes, éventuellement de prendre un traitement médicamenteux, elle ne se base pas sur la découverte de la sténose. Donc du coup, si vous faites un dépistage dans le but de motiver votre patient, j'ai dit pourquoi pas. Vous l'avez fait de façon argumentée, justifiée, mais vous savoir où ça peut vous emmener. C'est qu'après, il faudra surveiller la plaque. Il faudra... qu'est-ce que vous allez en faire de cette plaque? Et parfois, il vaut mieux pas non plus mettre le doigt dans l'engrenage. C'était le sens de mon message. Oui. Mais du coup, je me posais la question s'il y avait des études qui avaient été faites dans ce sens. En tout cas, moi, j'en ai pas à ma connaissance, mais j'ai pas non plus la prétention d'avoir fait la revue systématique. Est-ce que vous avez des études sur cette question? Mais c'est tout à fait intéressant, et c'est un travail à faire, je pense. Je me permets d'intervenir. Jean-Denis, je suis assistant au département de Créteil. J'ai fait ma thèse sur l'impact des supports visuels, et dans la bibliographie, il y avait eu un essai contrôlé randomisé en 2019 apparu dans le Lancet chez 3000 patients, et on avait une réduction du facteur de risque cardiovasculaire, alors pas du nombre d'événements, mais d'une diminution du score, avec l'utilisation uniquement au niveau communicationnel de se baser sur l'existence ou non d'une plaque au niveau des TSA. Et on avait une diminution du facteur de risque cardiovasculaire. C'est hyper intéressant. Des facteurs, hein, il a bien précisé, des facteurs de risque cardiovasculaire. Et c'est tout à fait pertinent. Donc la question est... Là-dessus, je suis d'accord. Mais si vous avez décidé, par exemple, de prescrire une statine à un patient à haut risque, diabétique, fumeur, qu'après décision médicale partagée, vous lui avez prescrit, et bien la statine, elle a démontré non pas une réduction des facteurs de risque, mais des événements cardiovasculaires. Et c'est ça l'objectif principal. Ce n'est pas de diminuer les facteurs de risque, c'est de diminuer la morbimortalité, en tout cas pour les événements coronariens. Donc en fait, ce que je souligne encore une fois, c'est que on n'est pas obligé de passer par cette découverte de sténose pour prendre en charge correctement nos patients. On peut se passer de ça. Après, il y a des cas particuliers, et pourquoi pas. Il n'y a pas de recommandation spécifique aujourd'hui de ne pas le faire. Simplement de prendre conscience que ça peut être délétère et pas forcément fondé sur des preuves. Et du coup, la deuxième question, elle s'adresse peu importe à qui voudra répondre. J'essaye de prescrire en fonction de l'evidence-based medicine. J'essaie de me tenir à jour mes connaissances, et j'avais le sentiment, en tout cas, qu'il n'y avait pas eu de preuves, on va dire, solides de l'efficacité des statines en prévention primaire. Alors peut-être que je suis restée sur des
des choses très anciennes. Mais du coup, s'il y a eu des choses nouvelles qui sont sorties, du coup, je pense que j'aimerais le savoir. Voilà. Votre question, c'est ce qu'il y a des preuves sur les... D'efficacité des statines en prévention primaire. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ce que après, j'imagine en fonction du facteur de risque, en fonction des facteurs de risque. Ah, sans facteur de risque du tout. Après, apparemment, il y a différents stades. Oui, bien sûr, il y a différents niveaux de risque. Plus le risque est élevé, plus il y a un bénéfice en valeur absolue, mais aussi plus on arrive à le démontrer. Donc c'est vrai que le patient de 40 ans, non fumeur, non diabétique, non hypertendu, qui marche, qui mange des fruits et légumes, ça n'a pas été testé. Donc chez les patients au risque cardiovasculaire. Mais dès que vous avez un risque qui augmente, et là en particulier diabétique, le message que on essaie de faire passer aussi ici, c'est qu'un patient de 50 ans diabétique, par exemple, et fumeur, a un intérêt. Si vous avez un seul médicament, ça je l'avais étudié dans une enquête, à prescrire en première attention, ce n'est pas la metformine. Et vous prescrivez toute la metformine parce que vous diminuez l'HbA1c. Mais le traitement qui va éviter un événement, c'est une statine. Peu importe son chiffre de cholestérol. Peu importe son chiffre de cholestérol, exactement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est vous changez de paradigme que Clarisse a essayé. C'est que ça ne se base pas sur le cholestérol. Le cholestérol, on s'en fiche. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Jean-Philippe, tout à l'heure, vous a montré les résultats de l'essai CARD. CARD, c'était un essai qui a inclus que des diabétiques de type 2, normaux cholestérolémiques. Non, mais je parle hors diabétique, parce que le diabète, c'est particulier. Non, effectivement, ça a été montré chez les diabétiques. Chez les fumeurs simples, par exemple, on manque d'essais dans ces sous-populations. Plus vous allez diminuer le risque, plus ça va être difficile de faire des essais. Il faudra 100 000 patients dans chaque groupe pour démontrer un petit bénéfice. Bonjour. Bonjour. Paul Ojoula, je suis chef de clinique à Brest et je me fais un peu le porte-parole de mes collègues qui étaient avec moi. C'est vrai que cette présentation va un petit peu à l'encontre de nos pratiques, puisqu'on était habitué à ne pas prescrire de statine en prévention primaire. Donc si je voulais synthétiser un petit peu le take-home message, ce serait avant 85 ans, la prescription de statine en prévention primaire est une décision médicale partagée en fonction du calcul du risque. Alors c'est vrai que simplement en réponse au conflit d'intérêts, on était assez d'accord sur le fait qu'on était plus vigilant sur les conflits d'intérêts, notamment en prévention primaire, parce que c'est vrai que ce n'est pas la même population qu'en prévention secondaire. Sinon, j'avais une question par rapport à votre calcul de score de risque. Vous avez parlé du score Interart et vous nous avez dit doser le LDL une fois pour savoir le score de votre patient cardiovasculaire. Alors, et après, vous le mettez de côté. Alors, si c'est pour le mettre de côté, pourquoi ne pas faire le score Interart clinique, qui a été validé déjà, plutôt que de s'embêter avec le LDL cholestérol? Parce que, en fait, c'est même pas le LDL qu'il faut mesurer, c'est le cholestérol total, en fait. L'équation SCORE, c'est le cholestérol total et le HDL qui rentrent dans l'équation. Donc, c'est même pas le LDL. Donc, vous voyez, parce que, en fait, ça dépend de l'équation que vous utilisez. L'outil de la Mayo Clinique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une aide à la décision intéressante, c'est le LDL qu'il faudra rentrer, ça dépend des équations. Le but de ce dosage, c'est pour pouvoir estimer un risque cardiovasculaire global. Si vous pensez que ça n'apportera pas une grande information, on n'est pas obligé de prescrire le cholestérol, on est d'accord. Mais si vous utilisez un score qui nécessite le dosage du cholestérol, vous le donnerez. C'est uniquement ça. Après, l'hypercholestérolémie est connue pour être un facteur de risque cardiovasculaire spécifique. Donc en fait, c'est aussi bien d'avoir mesuré à un moment donné dans sa vie. On ne pense pas que sans passer, c'est dommage. Après, il y a tellement d'autres risques cardiovasculaires. Je suis d'accord qu'on pourrait discuter de ça longtemps, mais aujourd'hui, dans les scores, pour calculer le risque global, moi je conseille le dosage de cholestérol total. Docteur Brottier, à l'UPEC, j'ai une question sur les patients qui ont un risque intermédiaire. L'intérêt de faire un Doppler des TSA et un score calcique dans la décision de mise sous statine. Je n'ai pas de réponse à cette question, d'autant que le score calcique est considéré aujourd'hui comme un élément de décision relativement discutable, sauf pour les cardiologues, bien évidemment. Mais le risque intermédiaire, c'est des gens qui ont soit un facteur de risque,
soit pas de facteur de risque, mais ils ont 50 ans, ils fument, ils ont pas beaucoup d'activité physique. En fait, ma démonstration n'était pas de dire il faut donner une statine et un antidépresseur à ces gens-là. Mon objectif, c'est de dire voilà, chez des patients sans facteur de risque tels qu'on les connaît en France avec les silos, et quand on leur donne ce traitement-là, ça réduit le taux d'événement. Donc en fait, je comprends que ça change un peu le paradigme, mais c'était la même chose qu'avec la torvastatine chez les diabétiques. Les diabétiques la torvastatine qui a démontré son efficacité en termes de réduction des chiffres d'événements cardiovasculaires chez les diabétiques, c'était des diabétiques qui étaient normaux cholestérolémiques. Et donc c'est vrai que c'est compliqué de dire je vais donner un médicament contre le cholestérol à quelqu'un qui n'a pas de cholestérol. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais si vous avez une preuve que faire ça, d'autant que l'effet de la statine, pharmacologiquement parlant, n'est pas uniquement lié à la diminution de la graisse. Il y a d'autres mécanismes physiopathologiques ou pharmacologiques qui peuvent expliquer ça, comme pour l'aspirine par exemple, ou comme pour les glyphosines. Probablement que les glyphosines, si ça marche bien, c'est pas parce qu'elles diminuent le HbA1c d'un tout petit peu. Il y a plein d'autres propriétés pharmacologiques qui peuvent expliquer ça. Donc encore une fois, je comprends bien que c'est compliqué, mais c'est parce que de temps en temps, il faut élargir un petit peu notre approche des patients et non pas forcément les laisser dans des silos. Et si on a des preuves qu'une intervention, quelle qu'elle soit, peut bénéficier aux patients, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Il ne faut pas voir les statines comme des anticholestérolémiants. C'est les réducteurs de risque cardiovasculaire. C'est une nouvelle classe qu'on vient d'inventer ici. Votre question est pertinente pour l'usage des coroscanners, des scores calciques dans l'estimation du risque cardiovasculaire. L'US Preventive Task Force, à nouveau, considère que ça n'apporte rien dans la décision. Puisque l'âge, dans un risque cardiovasculaire, ce qui compte le plus, c'est l'âge. L'âge, ça écrase tous les risques. Après, vous avez l'hypertension, vous avez le tabac, la famille, ça compte aussi, et qu'avec ça, en fait, quelques paramètres, vous pouvez discuter avec le patient de l'intérêt ou non d'une statine ou d'un autre traitement. Au passage, les antihypertenseurs dans HOP3, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout le temps vrai. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a des discussions, j'ai vu passer sur les chefs de clinique qui discutaient entre eux de l'intérêt du coroscanner. Alors, l'intérêt du coroscanner, rien. Ça ne sert à rien. Merci. Bonjour. Emmanuel Amsalem. Je travaille dans une association qui est financée par l'assurance maladie et qui déploie des programmes de prévention dans les centres d'examen de l'assurance maladie. Et en fait, votre travail sur le risque cardiovasculaire, pour nous, il est fondamental, il est majeur. Il y a deux choses qui me viennent. Les changements de paradigme, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour les accompagner? Parce que ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas évident. Non, mais quand je dis ça, je plaisante qu'à moitié. Par exemple, si vous reprenez l'étude HPS, je me rappelle du laboratoire de discussion avec lui au moment des sorties de résultats qui n'avaient rarement été vus en médecine, c'est-à-dire c'était des patients ayant une maladie athéromateuse, pas une maladie donnée. La réduction, comme vous le dites, en fait, sur le plan méthodologique, ce qui était impressionnant, c'est que toutes les personnes ont été classées en fort répondeur, faible répondeur, en fonction de la baisse de cholestérol sur une dose. Après, ils ont fait un wash-out et ils ont randomisé tout le monde. Donc tout le monde était classé et ils ont démontré, en plus c'est une qui démontre une réduction de 20% du risque de mortalité totale, si je me rappelle bien. Et cette réduction-là, elle est exactement de la même taille que les personnes soient des forts répondeurs ou des faibles répondeurs. Et bien ce résultat-là, le labo dit, je ne peux pas promouvoir ce résultat parce qu'il n'est pas compréhensible. Donc cet élément de changement de paradigme, parce que vous en avez 3 ou 4 en fait, de changement de paradigme dans votre reco, ils ne vont pas se faire comme ça. Et moi je suis preneur, si vous le faites, ça m'arrange. Parce que j'ai les mêmes difficultés de mon côté. Déjà, raisonner en risque global, c'est compliqué. L'histoire des cibles, mais c'est hyper connu, parce que j'ai même des gens très bien qui m'ont dit, mais si on ne donne pas des cibles aux médecins traitants, c'est difficile pour eux de comprendre en fait ce que va amener le traitement. Et je dis ça sans jugement, parce que c'est hyper important, c'est tout à fait normal. Et l'autre chose, c'est comment j'utilise mon risque cardiovasculaire avec mon patient. Et ça, c'est passionnant parce que derrière, en fait, c'est pas de lui plaquer ma connaissance, ça va pas fonctionner, ou ça va être incompréhensible, ou ça va être...
mais de se dire et en quoi ça change, en quoi ça peut aider. Et là, je ne sais pas si dans votre cause, c'est quelque chose que vous allez faire, mais moi, je suis preneur encore. Parce que cet aspect-là, on voulait un peu le travailler, mais ça demandait énormément de travail, donc on avait arrêté. Mais prendre en charge globalement quelqu'un sur des notions de risque et comprendre aussi, en fait, le risque, c'est... par exemple, nous, majoritairement, c'est des patients à faible risque. Alors, je ne dis pas faible risque cardiovasculaire, à faible risque de mortalité parce que ça ne veut rien dire, en fait, faible risque cardiovasculaire, c'est des natures, des niveaux différents. À faible risque. Mais au sein de ces faibles risques, j'en ai qui sont à très haut risque, ceux qui sont vers la fin de la queue. Et pour eux, mon intervention, la question qui peut se poser, est-ce que je ne concentre pas ce que je fais avec eux et les autres, je les laisse plus tranquilles. C'est-à-dire que la connaissance des niveaux de risque me permet aussi d'adapter mes interventions, qui ne sont pas forcément médicamenteuses d'ailleurs. Alors merci pour cette... c'est même une intervention, c'est pas une question, mais ça amène beaucoup de commentaires. Déjà sur le fait qu'en effet, c'est clair que c'est pas évident, même pour nous en tant que soignants, hein, ce changement de paradigme. Même dans les questions, là, on le sent bien. Hein, à partir de quand on met sous statine ? Ben non, là, c'est même plus cette question-là qui se pose. C'est comment j'en parle avec mon patient, comment je l'accompagne dans sa prise de décision. Et en effet, le risque cardiovasculaire, c'est clair que c'est quelque chose... Comme ça ne veut pas dire grand-chose, sans la perception en plus du risque. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que nous, on peut avoir notre perception du risque avec les études que l'on a et le savoir que l'on a, et rencontrer la perception du risque du patient qui, lui, sera complètement différente. Et on en a eu plusieurs exemples, en particulier sur la plénière de ce matin, et dans nos patients qui, par exemple, un patient à faible risque cardiovasculaire selon les scores, se sentira à haut risque cardiovasculaire si, dans son entourage ou dans sa famille, il a eu des antécédents qui lui font craindre un AVC ou un infarctus. Et chez ce patient-là, qui par exemple dans nos échelles ne sera pas considéré comme à risque et donc avec un bénéfice très minime d'une statine, voudra la statine et finalement on prendra la décision avec lui de lui en mettre une. Alors que, par exemple, un patient à haut risque cardiovasculaire selon nos échelles, lui aura peut-être une perception du risque différente et il faudra l'accompagner différemment. Donc c'est clair que c'est en ça que c'est passionnant et c'est en ça que le travail justement de ce changement de paradigme ne se fera pas d'un seul coup. On ressent bien d'ailleurs toutes ces difficultés avec tous les membres qui participent à cette recommandation. Parce qu'il y a autant de perceptions justement de ce risque que de sociétés savantes, que d'associations de patients, etc. Et c'est en ça que c'est important et c'est intéressant de confronter justement les connaissances, de confronter les perceptions de chacun justement sur ce risque. Et bien entendu, ce qui sera aussi très important dans cette recommandation, c'est le travail sur les outils d'aide à la décision pour justement communiquer sur le risque et adapter sa communication par rapport aux patients que nous avons avec nous. Donc merci pour votre intervention. Bonjour, Sylvie Arpel-Dinger. J'ai une question. J'ai un patient qui a un risque cardiovasculaire en prévention primaire élevé. Je l'embarque avec moi en lui expliquant que je ne doserai plus le cholestérol. Je le traite et ma question, combien de temps, docteur, dois-je le traiter et en fonction de l'EBM, qu'est-ce que vous pouvez me répondre ? La réponse est non, Sylvie. La réponse est non, parce qu'en fait, les essais statines, ils avaient une durée. Donc, la seule réponse qu'on peut dire, c'est qu'après 5 ans de consommation correcte, votre risque est diminué. Mais à 30 ans, personne ne le sait. Il y a quand même des études de suivi de WOSCOPS récemment, à 20 ans, qui suggèrent que le bénéfice se poursuit dans le temps. Ce qui est rare. Même si on arrête d'ailleurs les statines, il y a un effet qui peut se prolonger. D'où ma question un peu insidieuse, mais c'est vrai que autant je suis absolument d'accord sur le risque cardiovasculaire en prévention primaire, mais ce qui me pose question, c'est de traiter des gens de 45 ans pendant 25 ans. Quelle est la réalité de bénéfice
quand on sait que peut-être il faudra traiter pendant 5 ans 200 patients pour avoir un patient qui n'aura pas d'événement cardiovasculaire. Et donc, du coup, là, pour expliquer aux patients, c'est plus complexe. Et je pense que les jeunes aussi doivent réfléchir à la pertinence de la thérapeutique et de ne pas embarquer un patient absolument. Parce que la conviction médecin est quand même essentielle et que les traitements, ça passe aussi par l'arrêt du tabac, etc. Donc attention aussi de pondérer le message vis-à-vis des statines en prévention primaire. Merci Sylvie. C'est très important ce que tu dis, parce que même une statine qui diminue de 20% un risque, il reste 80% du risque. Ça, c'est un message qu'on ne présente jamais. Les représentations qu'on a dans les médicaments, c'est qu'un médicament, il est bon ou il n'est pas bon, et je suis protégé. Mais pas du tout. Diminuer de 20% un risque, il reste 80% du risque d'infarctus. Donc, en fait, il faut bien passer par d'autres mesures, et ça, peut-être que tu vas en dire 2 mots, mais merci pour ta question, c'est tout à fait pertinent. C'est pas être pour, la question, c'est pas d'être pour ou contre les statines, c'est de bien savoir à quoi elles servent et à quoi elles ne servent pas. C'est exactement ça. D'autant que la finalité, quelque part, si on va plus loin, justement, dans le changement de paradigme, c'est après que, quelque part, avec toutes les actions et toutes les interventions qui sont au choix du patient, que le patient lui-même choisisse, qu'est-ce qu'il veut mettre en œuvre, quand, pendant combien de temps, à quel moment. Donc, ça va être quelle est ma meilleure protection si j'arrête le tabac avant plutôt de me concentrer sur l'alimentation, parce qu'en ce moment c'est compliqué avec le travail que j'ai, difficile d'avoir par exemple une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que je gagne dans ces cas-là à faire ce choix-là? Et en plus après c'est en dynamique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas être statique à un moment donné et qui va évoluer en fonction de la vie, et tout le but c'est justement d'accompagner le patient dans ses choix par rapport aux actions qu'il veut mettre pour sa prévention cardiovasculaire. Bonjour, Adrienne Barbarou, je suis de Nice. Et alors déjà, je voulais vous remercier vraiment pour la qualité de ces interventions, surtout celle de Clarisse Di Baudina et Rémi Boussageon, et puis la qualité des interventions des participants. Vraiment, rien que pour ça, ça méritait de venir de Nice et de me taper 9 heures de train. Je suis vraiment content d'être venu. En fait, j'aurais beaucoup aimé réagir au passage sur les index de pression systolique. Alors j'ai un conflit d'intérêt, c'est que dans ma fac, j'enseigne les index de pression systolique, donc je suis plein de biais cognitifs et de distorsions qui font que je vais les défendre. Et donc j'avais fait un petit peu une recherche là-dessus sur leur intérêt. En fait, concrètement, ce que j'avais retrouvé, c'est qu'il y avait très peu d'études. En fait, les 2 études que j'avais trouvées, c'est celles que vous avez montrées, qui n'étudie pas en fait l'intérêt de l'aspirine chez les gens qui ont une AOMI, parce que les gens inclus n'avaient pas d'AOMI. Le critère d'inclusion, c'était un IPS inférieur à 0,99, c'est-à-dire comme moi, 0,99 dans l'autre et 0,94. Une AOMI, c'est inférieur à 0,9 pour une AOMI légère et puis 0,7 pour une AOMI cognée. Donc en fait, on n'a aucune étude là-dessus. Donc on n'a en fait aucune étude sur l'intérêt de l'aspirine dans l'AOMI. Et quand on n'a aucune étude, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire des inférences. Et du coup, on se pose la question, tiens, c'est quoi la mortalité chez les gens qui ont la mortalité et la morbidité chez les gens qui ont une AOMI? Et en fait, là-dessus, on a des études qui disent qu'à 3 ans, la survie sans incident cardiovasculaire est de 50%. Alors, le score, le plus haut degré de score, on est à 19%, je crois. Donc en fait, l'AOMI, elle nous permet de passer d'un risque moyen à un risque hyper élevé, et du coup, là-dessus, on a un argumentaire qui me semble un petit peu plus construit que l'argumentaire qui est passé au diaporama, c'est-à-dire, eux, ils disent c'est bien parce que l'index brachiocéphalique, c'est bien. J'ai l'impression qu'on a peut-être un argumentaire un petit peu plus construit, mais peut-être que vous allez m'aider à le déconstruire, et je vais essayer de changer mes a priori. Non, mais c'est une très très bonne remarque, et c'est complexe. C'est pour ça que j'ai fini par un diapositive sur le raisonnement thérapeutique. Posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin d'une preuve pour agir? Est-ce que j'ai besoin que ce que je fais, à un moment donné, a démontré un bénéfice pour le patient? Vous avez le droit de dire, j'ai pas besoin des preuves.
Parce qu'il y a des arguments, parce que je pense que vous avez le droit. Moi, je ne me dites pas que vous faites de la médecine fondée sur les faits probants, ça ne me dérange pas, vous avez le droit. Mais si on dit je justifie mes interventions sur des preuves et non pas des arguments intéressants de toute nature, physiopathologiques, épidémiologiques, on valide sa justification par des essais randomisés. Et on prend le raisonnement que j'ai essayé de vous démontrer en disant, de vous montrer, c'est le raisonnement de l'US Preventive Task Force, hein, c'est pas moi, en gros, c'est est-ce que j'ai une démonstration qu'il y a un bénéfice-risque à le faire, un bénéfice-risque favorable, un bénéfice supérieur risque. Si je ne l'ai pas, comme j'avais dit, il me faut des preuves pour agir, ça sous-entend que si je n'ai pas de preuves, je ne fais pas. Parce que c'est un petit peu contradictoire, mais ça c'est un gros message que j'aime passer. On dit, oui, il nous faut des preuves pour agir, mais quand il n'y en a pas, on agit quand même. C'est quelque chose qui n'est pas très logique. Après, on a le droit de dire, j'ai pas besoin de preuves pour agir, et j'argumente dans ce sens-là. L'European Society of Cardiology, enfin les cardiologues européens, disent la même chose. La découverte d'un IPS moins de 0,90 fait que le surrisque est très élevé, et donc ils considèrent qu'il faut traiter par aspirine, comme si c'était de la prévention secondaire. Bon, c'est un argument, mais ils disent pas d'ailleurs pourquoi. Ils citent une méta-analyse de prévention secondaire pour justifier, mais c'est, comme vous dites, c'est des inférences. Après, vous avez 2 essais puissants, certes, peut-être pas tout à fait ajustés, alors c'est pas vrai, dans AAA, l'IPS moyen était de 0,86, ce qui est quand même une artériopathie bien sévère. Plus puissante, pas de bénéfice. Alors on peut toujours dire, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Voilà, on entend tout le temps ça. Mais c'est ce que j'ai... Prouvez-moi que ça a un intérêt, c'est tout. Moi, je serais prêt à faire tout ce que vous voulez, du moment que j'aurai des preuves de bénéfices pour les patients. Là, on a 2 essais qui montrent qu'il n'y a pas de preuves. Bon, on prend des risques hémorragiques. Franchement, je ne sais pas comment on peut justifier l'aspirine en prévention primaire sur des inférences, alors qu'on a testé. On n'aurait pas testé, bon, ça peut, voilà, on est dans le flou, voilà, on a testé, on sait que ça ne marche pas, point final. Alors, après, si vous dites, oui, mais l'étude, il faudrait une étude poussée sur une population très sélectionnée, vous avez raison. Mais en attendant, je ne l'ai pas, cette étude. On peut toujours y mettre des hypothèses qu'il y a des sous-patients qui en bénéficieraient. Mais le raisonnement, c'est, j'ai besoin de preuves avant d'agir. Je ne vais pas démontrer qu'il ne fallait pas le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce raisonnement, mais c'est très important pour moi de prendre le temps de le réexpliquer parce que ça légitime une position. C'est bien comme ça que j'avais compris, et vraiment je vous remercie de l'avoir répété. Bonjour, Sébastien Davidovitch de Suisse-en-Brie, rattaché à Créteil. J'avais une question pour savoir comment était reçu, puisque je crois que vous travaillez au niveau de la HAS dans le groupe cardiovasculaire, comment avaient été reçues ces données scientifiques et comment les choses avançaient avec les autres spécialités. Alors, comment répondre ? Pour les données scientifiques, quelque part, on partage les mêmes. La question, c'est vraiment la manière dont on les interprète, la manière dont on voit les recommandations aussi. Parce que là, par exemple, Rémi Boussageon en a bien fait la démonstration dans sa présentation sur le fait qu'est-ce qu'on en fait des recommandations, en particulier celles qui sont contradictoires. Et là, très clairement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, avec une recommandation globale sur la prise en charge du patient à risque cardiovasculaire, au sein même des recommandations déjà faites quand on part de facteurs de risque cardiovasculaire et non pas de risque global, on a déjà des incohérences et des contradictions au sein même de ces recommandations-là. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore à cette phase-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ces recommandations, on a décidé vraiment de bien cadrer les questions à laquelle nous devons répondre en se concentrant sur la décision médicale partagée, les outils d'aide à la décision et les preuves. Et c'est pour ça que nous avons adopté le système GRADE qui va justement on va se concentrer vraiment sur la notion de preuve, issue donc d'essais randomisés en particulier, de méta-analyse si besoin. Et cette approche-là va nous permettre de discuter sur des choses qui, quelque part, sont
irréfutable d'une manière de la méthode. Et c'est là où je pense qu'on aura des fortes discussions à venir. Mais pour l'instant, c'était ça qui était vraiment important, c'était déjà qu'on se mette d'accord sur la méthode à utiliser pour ces recommandations. Et l'utilisation de grade va normalement pouvoir nous affranchir du fameux avis d'experts basé sur des données moins probantes que l'essai randomisé classique. Donc ça, après, pour la réponse finale à cette question, ce sera probablement l'année prochaine. Bonjour, je suis Bernadette Zambon de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Est-ce que vous avez des données sur la prise en compte des facteurs hormonaux dans l'appréhension du risque cardiovasculaire global ? Je pense notamment au SOPK ou à la ménopause, éventuellement à la contraception œstroprogestative, indépendamment des facteurs que vous avez cités, obésité androïde, hyperglycémie à jeun, hypertension artérielle. Est-ce qu'il y a des intégrations possibles de ces paramètres-là dans notre appréhension du risque cardiovasculaire global ? Je ne peux pas répondre à votre question. La seule information que j'ai, ou la seule que je me souviens, c'est il y a un essai américain qui a démontré qu'avec le traitement hormonal substitutif de la ménopause, augmentait le risque cardiovasculaire. Et du coup, est-ce que ça peut influencer notre prise de décision sur le choix d'une statine ou pas tout à fait ? Je pense que oui, quand même. Il y a moins de femmes maintenant qui prennent un traitement hormonal à base d'œstrogène. Hein. Comment ça s'appelle cette étude ? WHI, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, Bernadette, on pose la question de comment on peut prendre en compte dans ces équations d'autres risques cardiovasculaires. Par exemple, les facteurs psychosociaux, le stress, la dépression, sont reconnus comme des facteurs de risque avérés et ne rentrent pas dans ces équations. Et donc les hormones ou d'autres facteurs environnementaux, ou la consommation d'alcool peut-être, l'alimentation trop salée, peut-être l'usage de produits toxiques. Enfin, en fait, tout ça augmente peut-être un risque. On ne le mesure pas avec une équation. C'est pour ça que ces équations, c'est pas l'aboutissement de notre réflexion. C'est là pour nous aider à discuter. Mais on peut estimer un risque cardiovasculaire. Les antécédents familiaux ne sont pas pris en compte dans certaines équations. Donc du coup, c'est là qu'il va falloir peut-être faire un peu preuve d'art pour pouvoir dire, ben voilà, parce que c'est des estimations, c'est pas la vérité vraie, hein, c'est des probabilités avec une fourchette d'imprécision. Et c'est la démarche qui compte, c'est pas forcément l'estimation précise. Donc si ce facteur de risque est avéré, il sera pris en compte dans une approche globale. Mais je n'ai pas la réponse pour les hormones. Non, en plus, je voulais simplement faire une précision de vocabulaire. Il y a une différence entre marqueur du risque et facteur de risque. Le marqueur de risque est issu en général d'une étude épidémiologique et qui montre que quand il y a un paramètre qui déconne, ça peut donner ou ça peut favoriser l'apparition d'une maladie. D'accord ? Le facteur de risque, le marqueur de risque devient facteur de risque lorsqu'on a démontré qu'une intervention sur ce marqueur de risque réduisait ce risque. Okay, donc le stress, etc., on n'a jamais démontré, à ma connaissance. Hein, c'est un marqueur de risque bien clair en disant les gens plus stressés font plus d'infarctus, mais est-ce que quand on prend en charge ces gens plus stressés, est-ce qu'ils en font moins ? Donc c'est différent il faut bien différencier ce qui est un vrai facteur de risque d'un marqueur du risque. La vitamine D, c'est peut-être un marqueur de risque, mais est-ce que quand on donne de la vitamine D aux gens, ils vont mieux ? La réponse aujourd'hui est non.